Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. Comme toutes les 2 semaines, je suis avec Marc Toiti pour animer ce podcast. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, beaucoup d'activités cette semaine en dehors de la canicule. Et là, vous voyez, on a enlevé la veste, la cravate. Désolé, j'espère que vous n'allez pas nous en vouloir. Alors, bon, on va bien sûr parler du chiffre qui vient de sortir ce matin, de la dette publique. Alors, c'est passé un petit peu inaperçu parce que, évidemment, les médias s'occupent de la canicule, mais c'est un chiffre catastrophique. On verra ça tout à l'heure pour la France. Une très forte augmentation sur le trimestre. Donc, ça sera le premier point, assez rapide, mais quand même, c'est important d'en parler. Deuxième point, on a également les indicateurs des directeurs d'achat. La première estimation sur le mois de juin. Et bon, ça s'améliore un petit peu, mais on verra qu'il y a une grande différence entre les États-Unis et le Japon d'un côté qui résistent bien, même que ça s'améliore. Et puis chez nous, malheureusement en France, dans la zone euro, en Allemagne, nous restons dans la récession. On verra ça tout à l'heure. Troisième point, bien sûr, voilà, c'est la bonne nouvelle de la semaine, de ces derniers jours. Le pétrole baisse, mais de façon assez étonnante, les taux d'intérêt des obligations d'État ne baissent pas tellement. Il a un tout petit peu baissé, mais ça reste élevé, notamment en France. Donc là aussi, c'est un point clé. Ça va déterminer évidemment notre avenir. Et puis bien sûr, quatrième point, je laisserai la parole, comme d'habitude, à Antoine pour nous parler des marchés boursiers avec une rotation. Je n'en dis pas plus. Il va nous dire ça dans le détail tout de suite. Oui, effectivement, on va démarrer, comme tu disais, Marc, avec la dette publique. Et donc, on a un nouveau record historique pour la dette publique. Eh oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on va voir les slides, effectivement. 3 536 milliards d'euros. Donc, voilà, 75 milliards d'augmentation uniquement sur le dernier mois. C'est quand même un chiffre catastrophique. Donc, qui montre bien qu'on a une situation qui est en train de devenir dramatique. On voit bien cette augmentation. Tu vois, depuis 2017, on a plus de 1200 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. Et le drame, c'est que malgré cela, eh bien, la dette publique a donc fortement augmenté. Malgré cela, le PIB en valeur, donc la richesse qu'on crée en France, a augmenté, si on regarde depuis 2019, de 575 milliards d'euros en moins. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un écart, si tu veux, dramatique entre d'un côté l'explosion de cette dette et évidemment le PIB qui ne croît pas malheureusement. Et donc c'est ça, il y a 575 milliards d'euros depuis 2020 qui ont disparu du circuit économique, qui ont donc été tout simplement gaspillés. Tu vois, là, par exemple, on parle de la canicule, on parle de la clim, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Les écoles ne sont pas climatisées. Il n'y a que 7% des écoles françaises qui sont climatisées. Donc aux États-Unis, on est à quasiment 100%, par exemple. Donc, si on devait équiper tous les EHPAD, les hôpitaux, les écoles de clim, ça coûte entre 5 et 7 milliards d'euros, 10 milliards d'euros maximum. Tu vois, quand on voit que la dette publique a augmenté de 575 milliards qui ont disparu complètement, on se dit il y a un problème. Hausse de la dette, donc vous venez de le voir, donc 1200 milliards. Les dépenses publiques totales, c'est 1730 milliards par an. Donc on est quand même très très loin du compte et c'est ça qui évidemment est particulièrement dangereux. Alors, tiens, combien? Non, Excuse-moi, tu veux qu'on la refasse parce que là j'ai. ça, c'est l'effet clim, ça. Euh, ah. Alors, on a perdu Marc. Euh, alors, attendez, une petite problème technique. Ah, merde. Voilà, on est de retour, hein. Désolé, on Oui, est. tout à fait. C'est la canicule, je pense. C'est-à-dire, on parle de la dette publique qui explose, plus la canicule, ça fait sauter les compteurs, mais on est toujours là, évidemment. Désolé pour ce petit problème technique. Voilà, nous sommes de retour avec, bien sûr, donc, cette dette publique qui a explosé, on l'a vu. Et puis là, maintenant, la deuxième partie, la récession qui se confirme malheureusement, que ce soit en France ou dans la zone euro. On vient d'avoir les indicateurs des directeurs d'achat. Donc, c'est vrai qu'il y a un très, très léger mieux sur le mois de juin, mais ça reste quand même très mauvais. Il y a également une enquête INSEE pour la France. On va commencer par ça. Tu vois ici, l'indice INSEE du climat des affaires, c'est sur le mois de juin. Voilà, on reste sur des plus bas depuis 2021. Donc on voit bien la baisse du PIB qui se confirme, c'est la courbe rouge ici. Donc là, c'est la France. On pourrait avoir un glissement annuel qui tombe entre moins 1 et moins 2% d'ici les 2 prochains trimestres. Donc je te rappelle qu'on a déjà eu une baisse au premier trimestre du PIB.
Deuxième trimestre, nouvelle baisse, donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est Mm. bien une récession qui est en train de s'installer malheureusement en France. Alors si on regarde secteur par secteur sur le graphique suivant, voilà, indice du climat des affaires dans les services, là aussi on reste sur des plus bas depuis mars 2015, donc ça reste quand même très mauvais. Et alors, c'est le premier jour des soldes d'aujourd'hui, donc enfin le deuxième jour exactement, donc ça tombe bien de voir ce qui se passe dans le commerce de détail. Tu vois, on reste là aussi petit, très léger mieux hein, sur le mois de juin, c'est lié à la baisse des prix du pétrole bien sûr, mais on reste sur des plus bas depuis octobre 2014, évidemment hors période Covid, donc ce qui montre bien que la situation économique de la France est particulièrement dramatique, que la récession est bien là. Et alors, le pire dans cette enquête INSEE du mois de juin, c'est que malgré la baisse des cours du pétrole, tu le vois ici, eh bien, on a une diminution dramatique de ce qu'on appelle l'indice de l'emploi. C'est-à-dire que l'indice de l'emploi, c'est on interroge les chefs d'entreprise, quelles sont vos perspectives d'emploi, d'embauche. Donc, tu vois, c'est du très concret. Regarde bien ce graphique. On est, tu vois, sur un plus bas depuis juin 2013. Mm. Donc, hors Covid, bien entendu, juin 2013. Et l'action de savoir à combien était le taux de chômage en juin 2013, c'est le graphique suivant. Et Mm. là, attention, ça fait mal. En juin 2013, on avait un taux de chômage de 10,4%. Tu vois bien, donc là, on voit la corrélation entre que la courbe rouge, c'est l'indice du climat de l'emploi, donc en échelle inversée. Donc, quand la courbe rouge monte, ça veut dire qu'on a une baisse de l'emploi et donc une hausse du chômage. Hein, c'est donc la courbe bleue. Là, on est à 8,2% de taux de chômage. Tu vois qu'on pourrait monter à 9, voire 9,5, et peut-être pas 10,4 parce qu'il y a une population active qui augmente moins qu'en 2013. Mais néanmoins, on voit bien cette situation qui montre que le taux de chômage va encore augmenter, malheureusement, en France. Donc, c'est ça qui va nous coûter cher, avec également les indices des directeurs d'achat, j'évoquais tout à l'heure, donc là, sur le mois de juin. Très légère augmentation sur l'indice composite, mais on voit bien que là aussi, comme pour l'INSEE, on est bien sur une baisse du PIB de l'ordre de 2%, évidemment hors inflation, donc ce qui est quand même particulièrement dramatique. Alors, piètre contre consolation, on a également une situation dramatique. Bon, là, on voit la différence toujours en France entre l'industrie et les services. Les services, on reste sous la barre des 50, donc on reste en récession. Et dans les services, et dans l'industrie, on est à 50,7. Donc là, c'est très légèrement, c'est de la stagnation en fait. Donc, voilà la situation de l'économie française. Alors justement, si on voit maintenant ce qui se passe au niveau de la zone euro, tu vois que là aussi, petite augmentation, mais on reste sous la barre des 50 à 49,5 précisément. Donc la zone euro également, il y a eu une baisse du PIB de 0,2% au premier trimestre. Il y aura une deuxième baisse du PIB donc au deuxième trimestre. Donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est bien évidemment une récession. Si on regarde maintenant du côté allemand, ben là, mauvaise surprise, l'indicateur continue de baisser, 48 pour l'indice composite en Allemagne. Donc la récession également est de retour outre-Rhin. Donc une situation qui est particulièrement dangereuse. Idem si on regarde chez nos amis britanniques, donc au Royaume-Uni, l'indice composite 49,4, donc on est bien sous la barre des 50, baisse de l'activité. En plus, au Royaume-Uni, il y a une crise politique, comme vous le savez, parce qu'on a changé de Premier ministre, donc ça veut dire que ça va rester encore très compliqué pour les prochains mois. Donc ça qui est important, c'est que on aurait pu se dire, bon allez, baisse des prix du pétrole, ça y est, ça va redémarrer, même si l'enquête a été réalisée avant la forte baisse de ces derniers jours, mais tout de même, il n'y a pas eu trop d'impact, ce qui veut bien dire que le mal est fait, que l'inflation, malheureusement, va encore rester élevée. Alors par contre, si on regarde aux États-Unis, alors là c'est la bonne nouvelle, on a redémarré à 52,2, un plus haut donc depuis janvier 2026. Donc dans l'industrie, dans les services, la croissance revient donc aux États-Unis, donc ça c'est plutôt positif. Donc on voit bien cette dichotomie entre les États-Unis qui résistent bien avec une bonne croissance. On a eu les chiffres tout à l'heure, on est donc sur une croissance même qui a été révisée à la hausse à 2,1% en rythme annualisé, ce qui veut dire 2,7% en glissement annuel. Et donc, ça va continuer. Donc, il y a cet écart de croissance, toujours à l'avantage des États-Unis, d'où le fait que l'euro, comme on l'avait annoncé d'ailleurs, baisse. Et ça Mm. va évidemment là aussi continuer. Dernier slide, nos amis japonais, où là aussi on voit que eux aussi, c'est pas mauvais, 52,5. Donc la croissance se maintient également au Japon. Donc voilà, c'est un peu la tristesse. États-Unis, Japon, on aurait pu parler de l'Inde également, ça va bien. Par contre, chez nous, en Europe, dans la zone euro, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, évidemment, ben, la récession est bien de retour. Oui, effectivement, c'est assez intéressant. Mais oui, comme tu disais, l'euro aussi baisse, hein, c'est un peu la conséquence hein, de cette faiblesse de l'économie et aussi de la force du dollar, hein, ce qui remonte, hein, puisque évidemment, la Fed devrait augmenter ses taux. On va en parler par la suite, Oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Même si enfin, effectivement, on n'en est pas encore là, mais c'est on n'en vrai est pas qu'on encore aurait là. pu se dire, comme la semaine dernière, Hmm. la BCE a monté les taux d'intérêt, mais tu vois bien que ça n'a eu aucun impact hein, sur, Ouais, sur c'est vrai. l'euro. Et- D'ailleurs, je l'avais évoqué il y a 15 jours, je l'avais dit, ça n'aura pas d'impact, c'est ce qui s'est produit. C'est même l'effet inverse.
Et on se dit Mm. effectivement, on s'est souvenu qu'il y a un écart énorme, donc à l'avantage du taux d'intérêt américain, on est toujours à 3,75, donc on Mm. est à 2,40 dans la zone euro, donc il y a un spread à l'avantage du dollar. Idem sur les taux obligataires, on est à l'avantage là aussi du dollar, plus les écarts de croissance, plus les écarts de taux de chômage. Donc voilà, Mm. on est sur une croissance donc qui reste élevée aux États-Unis alors que chez nous elle n'est pas là, donc d'où l'euro qui reste faible. Alors, Voilà, on va autre parler du point pétrole important, maintenant. voilà, Mm. tout à fait, c'est Mm. que voilà, c'est la bonne nouvelle de la semaine, quoi. On a quand même cette baisse des prix du pétrole. Donc là, on est au moment où on parle autour des 73 dollars le baril. Donc je vous ai fait un petit graphique. Ouais. Donc, voir que c'est en train de Pardon. baisser, Mm. mais que malgré cette baisse, on voit que les taux d'intérêt restent élevés. Donc là, tu vois, on est maintenant, donc voilà, c'était le chiffre du 24 juin, là, on est à 73 dollars. Ça baisse bien. On a retrouvé les niveaux d'avant la guerre au Moyen-Orient. Donc on est sur des plus bas depuis le 27 février dernier. Donc on n'est pas repassé sous les 70 dollars, qui était, on avait, tu vois, même 59 dollars, tu vois, en décembre 2025. Donc on n'y est pas encore, mais bon, c'est en train de là aussi baisser. Mais on voit que ça reste quand même volatile. Et comme je vous l'avais également annoncé, sur le graphique suivant, quand on regarde sur longue période, je vous avais parlé du contre-choc pétrolier qui était inévitable. Il est peut-être un peu plus rapide que prévu. C'est vrai qu'on l'aurait imaginé plutôt pour la fin de l'été, voire début de l'automne. Mais là, il est déjà là. Et on regarde ce qui s'est passé en juillet 2008. C'était pareil, ça avait flambé, puis après, ça s'est fortement effondré. Idem en mars 2022. Et là, on retrouve donc le même scénario. Donc, choc pétrolier après contre-choc pétrolier. Mais malheureusement, le mal est fait. L'inflation reste élevée, donc on voit sur le graphique suivant, notamment mais que ça joue sur la croissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une augmentation des prix du pétrole, c'est la courbe bleue ici, et la courbe rouge, donc c'est-à-dire la croissance mondiale, elle baisse. C'est quasiment automatique. Et donc là, ça va de nouveau repartir à la baisse. On aura donc une croissance mondiale. On confirme notre prévision, 1,8% Mm. cette année. Ce n'est pas la Bérésina, mais c'est vrai que comme on a une croissance de 3,5% en moyenne sur longue période, 1,8, ça reste quand même une contre-performance malgré tout. Donc voilà, et ça ira mieux donc d'ici la fin d'année. Mais bon, bien entendu, on ne sait pas trop Mm. ce qui va se passer encore au niveau du Moyen-Orient. Ça peut là aussi rebouger dans l'autre sens assez rapidement. Donc soyons quand même prudents. Et donc pour l'inflation, l'élément important, c'est également l'indice CRB de toutes les matières premières qui a aussi baissé, c'est vrai. Tu vois qu'il avait augmenté de plus de 39% jusqu'à encore quelques jours. Là, ça repart à la baisse. On est à moins 12%, donc c'est pas mal. Mais ce n'est pas la baisse aussi forte que sur le pétrole. Et on voit que depuis le début de l'année, on est toujours sur une hausse de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. Donc, c'est bien ce qu'on appelle les effets de second tour, hein. Donc, effet de premier tour, c'est l'inflation énergétique. Le second tour, c'est l'inflation sur les matières premières. Et le troisième tour, c'est sur l'ensemble des biens et services. Donc, c'est-à-dire que l'inflation va rester élevée au moins jusqu'à l'automne prochain. Donc, avec là aussi un impact négatif sur l'activité économique. Donc, voilà, à partir de cela, pourquoi également les marchés restent très prudents, notamment sur les marchés obligataires. Donc, je vous ai fait un petit graphique. Oui, d'abord, sur la France, hein, la corrélation entre l'inflation, c'est la courbe rouge, et le glissement annuel de l'indice CRB. Donc tu vois que la hausse n'est pas terminée. On va certainement atteindre 3,5 voire 4% d'inflation en France dans les prochains mois. Mais c'est vrai que la vraie mauvaise surprise, par contre, de ces derniers jours, c'est que les taux d'intérêt des obligations d'État n'ont pas fortement baissé. Donc, on va sur le graphique suivant, parce que je vous ai fait des Oui. petits graphiques. Donc là, on voit le taux 10 ans français. Bon, là, ce matin, au moment où on parle, il est autour des 3,63. Mais voilà, on est encore à 3,70 ce matin. On est même monté à 3,74 il y a quelques jours. Donc, tu vois bien que ça reste élevé. Il n'y a pas de baisse, malgré la baisse des prix du pétrole. Et alors, élément encore plus inquiétant, c'est que le spread de taux avec l'Allemagne s'est creusé. On est à 76 points de base, hein, 76 points de base d'écart de taux d'intérêt, en plus donc pour le taux d'intérêt 10 ans français, par rapport au taux d'intérêt 10 ans allemand. Donc ça veut dire qu'il y a bien une inquiétude française, et bien sûr avec cette dette publique qui dérape complètement, ça ne va pas arranger la situation. Donc ça c'est à surveiller. Je vous ai fait un petit tableau ensuite pour vous montrer que la France est numéro un. Bon, peut-être qu'on sera numéro un de la Coupe du Monde, on l'espère, hein, bien sûr, mais pour le moment, on voit bien qu'en termes de taux à 10 ans, c'était au 22 juin, hein. Mais c'est vrai que c'est encore le cas aujourd'hui, même si ça a un petit peu baissé. Ouais, tu vois, tu es numéro un de la zone euro, devant la Lituanie, l'Italie, etc. Je vous ai mis également la Suisse, qui est bien, bien bas en termes de taux 10 ans. Donc voilà. Et donc, ce qui veut bien dire qu'on a une situation aujourd'hui où ces taux d'intérêt à 10 ans vont rester élevés. Donc, ça va alourdir la charge d'intérêt de la dette et ça va également casser l'activité économique, moins d'investissement, moins de consommation. Donc, soyons prudents. La stagflation perdure malgré tout en France et dans la zone euro. Le-
Voilà, je vous ai mis en fait effectivement quelques petits graphiques pour terminer avec les États-Unis. Mm. On est sur, tu vois, 4,50, on reste 4,40, 4,50 sur le taux 10 ans américain. Donc bien sûr, c'est supérieur à ce qui se passe chez nous, mais c'est normal parce qu'on a un taux de la Fed de 3,75%. Et idem sur les taux d'intérêt 10 ans japonais, où on se maintient autour, c'est le graphique suivant, Oui, pardon. on se maintient autour des 2,70, tu vois, on Ouais. était monté à quasiment 2,80 le 20 mai dernier. C'est des plus hauts depuis juin 97, mais on reste quand même sur des plus hauts depuis 97, hein. 1997, t'imagines, hein, Mm. ça nous rajeunit pas. Donc tout ça Mhm. pour dire qu'au Japon, attention, il y a des arbitrages qui vont se produire. Certains de Japonais vont davantage investir chez eux et moins investir chez nous, donc parce que ces taux d'intérêt augmentent, donc ce qui va raréfier les liquidités chez nous et donc qui va se maintenir des taux d'intérêt élevés chez nous. Donc là aussi, l'augmentation des taux d'intérêt japonais n'est pas forcément justement une bonne nouvelle, ni pour le Japon, mais également pour nous, sachant qu'au Japon, on l'a vu tout à l'heure, la situation économique s'améliore légèrement, alors que chez nous, on reste sur une récession. Donc voilà, ce qu'on peut conclure, stagflation qui se maintient en France et dans la zone euro, taux d'intérêt qui se maintiennent sur les taux élevés, donc en particulier en France, à cause notamment du dérapage de la dette publique, et États-Unis, Japon, finalement, ça se maintient sur un niveau assez appréciable grâce à une croissance, malgré tout, bien supérieure à celle de la France et de la zone euro. Donc voilà ce qu'on peut dire Mm. d'un point de vue économique aujourd'hui. Je te laisse maintenant la parole, Merci Marc. bien sûr, Oui. sur les marchés On boursiers. va, on va, on va continuer, on va terminer par les marchés boursiers. Alors, je vous ai fait un panorama là, c'est assez détaillé. Donc, quelles conséquences pour les marchés après l'accord de paix au Moyen-Orient? Donc, la conséquence, on a parlé avec toi, Marc, c'est une chute des prix du pétrole, hein, de moins 17% depuis début juin pour le Brent. Donc là, on revient même, on est à 73 dollars, hein, d'ailleurs. On revient quasiment au même niveau qu'au départ du conflit. Donc ensuite, le scénario noir de l'OCDE est écarté. Apparemment, selon l'OCDE, eh bien, on était plus, ils envisageaient 1,8% de croissance. Bon, mais maintenant ils envisagent 2,8. Bon, attention toutefois, parce on en parle souvent, c'est pas du tout acquis. Et la Fed gagne du temps. Effectivement, la Fed mais qui voit les pressions inflationnistes donc se réduire avec la baisse du pétrole. Toutefois, on a eu la première réunion de Kevin Warsh la semaine dernière et on voit que il n'est pas du tout colombe comme vous pouvez l'espérer et que maintenant les marchés price une hausse de taux pour octobre ou novembre. Voilà, alors dans ce contexte-là, eh bien, il y a une rotation sectorielle qui est en train de s'opérer. On le voit, donc les prix de l'énergie ont reculé, donc on a les valeurs liées au pétrole qui ont reculé, les utilities hein, qui sont pénalisées évidemment par des taux longs durablement élevés, et la défense, alors la défense c'est plus contestable puisque maintenant on a quand même les gouvernements qui structurellement augmentent leur budget de défense, donc c'est plutôt temporaire, ces baisses de valeur de défense, mais il y a une rotation sectorielle toutefois. Les secteurs qui sont privilégiés actuellement, eh bien, on a les banques. Les banques, c'est vraiment le secteur qui profite le plus de la situation actuelle, donc de cette remontée des taux. On le voit notamment BNP Paribas qui a fait un record historique en bourse, ou même aux États-Unis JP Morgan hein, qui a fait aussi un peu historique et qui est quasiment près proche excusez-moi, des 1000 milliards de valorisation, puisqu'on a atteint 900 milliards, hein, première banque mondiale, hein, JP Morgan, 900 milliards de capitalisation boursière. Le luxe qui repart un petit peu, justement, ben, avec cette anticipation du retour du tourisme vers le Moyen-Orient, eh bien, on voit qu'on a les valeurs du luxe qui en profitent, notamment LVMH, hein, qui repart sur un plus haut de 2 mois. Et évidemment, le secteur du tourisme et le trafic aérien, donc aéronautique, qui profitent aussi eh bien, de cette possible accord de paix, même si bon, rien n'est vraiment fait encore, mais on voit que ça va dans le bon sens et du coup, le secteur aérien en profite. Et pour terminer, bah, toujours la thématique semi-conducteur. Alors ça, c'est pas lié évidemment avec la baisse des cours du pétrole, mais on l'a vu encore aujourd'hui avec Micron Technology qui a publié des résultats extraordinaires. Pour vous donner juste un ordre d'idée, le résultat net hein, sur le troisième trimestre de Micron Technology, c'est 28 milliards de bénéfices, 28 Ouais, milliards de bénéfices, sachant que l'année mais qui nous dernière, il prête un faisait. peu pour la dette publique française. Oui, voilà. Mais l'année dernière, il faisait 2 milliards. 2 milliards à la même époque. Le bénéfice est multiplié par 14. Donc, on voit que la demande de puces ne faiblit pas. Et donc, ça permet à des sociétés comme ça de pulvériser ces records. Voilà. Donc ça, c'est les conséquences de la rotation sectorielle.
Et pour terminer, l'or. Alors l'or, peut-il encore baisser? On a vu aujourd'hui qu'il a quand même cassé les 4 000 $. Donc ça faisait depuis quasiment un an qu'on n'avait pas cassé ces 4 000 $. Donc effectivement, on a corrigé de 40% de la grande phase haussière depuis 2022. Donc évidemment, le niveau des taux est plutôt négatif pour l'or, puisque l'or ne produit, ne délivre ni dividendes, ni coupons, ni intérêts. Donc lorsque les taux montent, eh bien, les investisseurs ont tendance à se diriger plutôt vers des actifs qui produisent du rendement. Donc, c'est une des explications actuelles pour expliquer que les prix se mettent à baisser. On estime que 3 500 $ pourrait être un niveau support sur les projections techniques. Donc, on verra. Mais c'est vrai que tant qu'on aura ce cycle de remontée des taux des banques centrales, eh bien, ça pourrait pâtir sur les niveaux de l'or. Mais bon, pour l'instant, pas d'inquiétude outre mesure à long terme. La tendance est toujours structurellement haussière. Oui, on reste aussi également, on l'a vu, hein, d'ailleurs vous l'avez évoqué, on s'est dit qu'il faut toujours avoir 10-15% d'or, pas trop en Oui. mettre parce que si effectivement la paix s'installe, et on peut le souhaiter bien sûr, à ce moment-là une bonne paix, une vraie paix, à ce moment-là Hmm. évidemment ça pourrait faire baisser un petit peu l'or. Et puis surtout il y avait un mouvement de prise de bénéfices après les records qu'on avait atteints donc, en début d'année, donc forcément voilà, c'est un petit peu logique ce qui est en train de se passer, mais sur le long terme évidemment ça reste là aussi une valeur refuge qui va continuer avec cette fameuse poire pour la soif bien entendu. Oui, voilà. Bon, mais voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal parce que C'est déjà évidemment pas c'est mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas il y mal, a mais c'est beaucoup vrai qu'on de va arrêter. ça bouge beaucoup et c'est vrai qu'il Ouais. faut rester quand même très très prudent. Beaucoup de Hmm. volatilité donc passée et à venir un peu sur tous les marchés et donc ça, surtout cette dette publique qui explose. Alors c'est vrai que bon, aujourd'hui on aurait dû en parler non mais comme tout le monde parle que de la canicule en France du Oui. moins c'est passé à la place inaperçu mais Hmm. voilà nous on est là pour vous en parler parce que c'est vraiment extrêmement important. Là on n'est pas loin si vous voulez de la situation de retournement, c'est-à-dire que il va falloir encore une fois dépenser chaque année cette année 75 milliards d'euros juste pour la charge d'intérêt de la dette. Bientôt, on va dépasser les 100 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette, encore une fois. Hmm. C'est des sommes complètement folles, tu vois. Donc, ce qui veut dire que soyons quand même très, très prudents. Il y a un risque France qui est là, qui est en train de s'installer et qui pourrait voilà, arriver assez Hmm. rapidement comme la canicule, sans crier gare. Et à ce Hmm. moment-là, ça pourrait faire décaler pas mal d'investissements sur les marchés financiers. Donc, on sera là, évidemment, Hmm. pour vous tenir au courant, malgré la canicule, malgré l'été, on Hmm. reste avec vous. Et on vous dit au 6 juillet prochain, parce que là, on fera notre webinaire avec Marc, webinaire trimestriel. Avec plaisir, avec plaisir. À, à très bientôt. Très bientôt. Salut. Bye bye. Bon, bah super. T'as pas arrêté là. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. Comme toutes les 2 semaines, eh bien, je suis avec Marc Toiti pour animer ce podcast. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, beaucoup d'activités cette semaine en dehors de la canicule. Et là, vous voyez, on a enlevé la veste, la cravate. Désolé, j'espère que vous n'allez pas nous en vouloir. Alors, bon, on va bien sûr parler du chiffre qui vient de sortir ce matin, de la dette publique. Alors, c'est passé un petit peu inaperçu parce que, évidemment, les médias s'occupent de la canicule, mais c'est un chiffre catastrophique. On verra ça tout à l'heure pour la France. Une très forte augmentation sur le trimestre. Donc, ça sera le premier point assez rapide, mais quand même, c'est important d'en parler. Deuxième point, on a également les indicateurs des directeurs d'achat. La première estimation sur le mois de juin. Et bon, ça s'améliore un petit peu, mais on verra qu'il y a une grande différence entre les États-Unis et le Japon d'un côté qui résistent bien, même que ça s'améliore. Et puis chez nous, malheureusement en France, dans la zone euro, en Allemagne, nous restons dans la récession. On verra ça tout à l'heure. Troisième point, bien sûr, voilà, c'est la bonne nouvelle de la semaine, de ces derniers jours. Le pétrole baisse, mais de façon assez étonnante, les taux d'intérêt des obligations d'État ne baissent pas tellement. Il y a un tout petit peu baissé, mais ça reste élevé, notamment en France. Donc là aussi, c'est un point clé. Ça va déterminer évidemment notre avenir. Et puis bien sûr, quatrième point, je laisserai la parole, comme d'habitude, à Antoine pour nous parler des marchés boursiers avec une rotation. Je n'en dis pas plus. Il va nous dire ça dans le détail tout de suite. Oui, effectivement, on va démarrer, comme tu disais, Marc, avec la dette publique. Et donc, on a un nouveau record historique pour la dette publique.
Eh oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on va voir les slides effectivement. 3 536 milliards d'euros. Donc voilà, 75 milliards d'augmentation uniquement sur le dernier mois. C'est quand même un chiffre catastrophique. Donc, qui montre bien qu'on a une situation qui est en train de devenir dramatique. On voit bien cette augmentation, hein, tu vois, depuis 2017, on a plus de 1200 milliards d'euros Mm. d'augmentation de la dette publique. Et le drame, c'est que malgré cela, eh bien, la dette publique a donc fortement augmenté. Malgré cela, le PIB en valeur, donc la richesse qu'on crée en France, a augmenté, si on regarde depuis 2019, de 575 milliards d'euros en moins. Je ne sais pas si Mm. tu te rends compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un écart, si tu veux, dramatique entre d'un côté l'explosion de cette dette et évidemment le PIB qui ne croît pas malheureusement. Et donc c'est ça, il y a 575 milliards d'euros depuis 2020 qui ont disparu du circuit économique, qui ont donc été tout simplement gaspillés. Tu vois, là, par exemple, on parle de la canicule, on parle de la clim, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Les écoles ne sont pas climatisées. Il n'y a que 7% des écoles françaises qui sont climatisées. Donc aux États-Unis, on est à quasiment 100%, par exemple, hein. Donc, si on devait équiper tous les EHPAD, les hôpitaux, les écoles de clim, ça coûte entre